Bonjour et bienvenue à ce point presse autour des technologies quantiques. Nous allons commencer avec Sébastien Tanzili, qui est chargé de mission des technologies quantiques au CNRS, et Philippe Chaumas, directeur scientifique de la direction de la recherche fondamentale du CEA, qui vont vous faire une présentation de ce que sont les technologies quantiques et de la recherche associée. Et on passera ensuite aux questions-réponses avec les chercheurs présents aujourd'hui, chercheurs et chercheuses présents aujourd'hui. Pour poser vos questions, vous avez un bloc de questions sur votre droite. Merci de bien préciser à chaque fois vos noms, prénoms et médias pour qu'on puisse suivre au mieux vos questions. Et voilà, on essaiera d'apporter le maximum de précision possible, mais si une question a déjà été posée, éviter les répétitions. Sébastien, Philippe, c'est quand vous voulez, je vais vous laisser la place. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé, on fera monter le maximum de chercheurs sur scène. À tout à l'heure. Eh bien, merci Alexiane. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce point de presse CNRS-CEA, dont l'objectif, comme l'a expliqué Alexiane juste avant moi, est de faire un point sur les recherches et les innovations que le plan quantique souhaite développer, souhaite mettre en avant, en essayant de vous apporter au mieux possible quelques éléments de compréhension qui puissent être simples et abordables. Alors, autour de cette table virtuelle, nous avons réuni plusieurs chercheuses et chercheurs du CNRS et du CEA, mais bien entendu, nous associons à ce point de presse l'ensemble de nos partenaires universitaires, ainsi que l'INRIA, bien entendu. Donc, la première question qu'on pourrait être amené à se poser est qu'est-ce que le quantique et, bien entendu, quelles sont les technologies que le quantique pourrait nous apporter dans un futur plus ou moins proche. Alors peut-être en essayant de faire une longue histoire courte, on peut se dire que la mécanique quantique, c'est la théorie inventée au début du XXe siècle pour comprendre la matière, les atomes, les électrons, la lumière et leurs interactions. Et en fait, c'est la théorie qui a permis, au cours du XXe siècle et au début de ce XXIe, qui a permis de développer un ensemble immense de technologies, en fait, toutes les technologies de l'information, les lasers, l'électronique, les transistors, les ordinateurs, les smartphones. Et en fait, on peut se dire que notre société est déjà aujourd'hui, comme elle est une société de l'information, c'est déjà aujourd'hui une société entièrement quantique. Donc en fait, on pourrait plutôt se poser la question pourquoi un plan quantique aujourd'hui, après une centaine d'années de mécanique quantique et de technologie quantique, hein, alors que la mécanique quantique, elle est partout autour de nous? Alors la réponse, elle est plutôt à la fois complexe et simple, malheureusement, sinon on serait probablement pas là pour en parler. Mais que en fait, la réponse est que nous sommes véritablement entrés dans une nouvelle ère. Donc une nouvelle ère qui a abouti après des années et des années de recherche et de développement, que ce soit de la recherche fondamentale sur les concepts, les preuves de principe, la compréhension des phénomènes dont Philippe a parlé précédemment sur l'interaction entre la lumière et les objets matériels, et de développement technologique également, et qui nous donne aujourd'hui, chercheuses et chercheurs que nous sommes dans les laboratoires, la capacité de créer, de manipuler, de mesurer les états quantiques de ces objets-là, qu'ils soient matériels ou de la lumière. Et par ailleurs, ce qu'on est capable de faire également, c'est de contrôler individuellement ou collectivement ces systèmes quantiques, tels que les électrons, les atomes ou les photons que Philippe a mentionné précédemment. Et donc cette capacité nous permet d'accéder véritablement à des propriétés de la physique quantique. Et ces propriétés-là sont disruptives pour tout un ensemble de technologies qui s'apparentent au traitement et à la communication de l'information. Donc on a besoin de savoir détecter plus précisément des paramètres physiques avec plus de sensibilité. On a besoin de faire du calcul plus performant et de la communication plus sécurisée. Donc la question finalement, elle revient à la question suivante. Qu'est-ce qu'on pourra faire demain que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui ou pas de manière optimale? Donc là, il faut qu'on entre un tout petit peu dans les propriétés disruptives, Sébastien, que tu as citées. Et la première propriété quantique disruptive que nous cherchons à apprivoiser dans nos laboratoires et grâce à ce plan, c'est la superposition quantique. Donc la superposition quantique correspond au fait qu'un système quantique, contrairement à un système classique,
peut être simultanément dans plusieurs états. En fait, imaginons un système quantique qui possède deux états, appelons-les A et B dans un premier temps. Alors, on peut les mettre dans n'importe quelle superposition de ces deux états. Alors, on va plutôt parler souvent de systèmes quantiques pour lesquels on aura nommé les deux états 0 ou 1 parce que on va parler de calcul. Et en fait, dans nos ordinateurs classiques, nous avons donc des bits qui sont le stockage élémentaire et la partie élémentaire pour faire des calculs, pour à la fois stocker l'information et traiter l'information, et un bit quantique, un bit classique par contre, un bit classique dans nos ordinateurs n'a que deux possibilités, soit il vaut 0, soit il vaut 1. Un bit quantique, c'est donc un système qui a deux états, mon A et B précédemment, mais on va donc les appeler 0 et 1 pour faire l'analogie. Un bit quantique peut être donc dans n'importe quelle superposition de ces deux états, 0 et 1, et ça crée déjà, avec un seul bit, une infinité de possibilités, puisqu'il y a tous les mélanges continus entre ces deux bits de valeurs 0 et 1. Et donc ça, c'est une première clé pour amplifier nos capacités de calcul, puisqu'on a donc accès à une infinité de possibilités déjà avec un seul système à deux états. Et pour aller un peu plus loin, la seconde propriété quantique qu'on pourrait qualifier de disruptive se trouve dans les corrélations. Et ces corrélations-là, alors pour vous faire une petite introduction vis-à-vis des systèmes d'information classiques, il existe dans le monde classique deux types de corrélations, histoire de pouvoir vous amener à une compréhension un peu plus fine de ce que veut dire une corrélation quantique. Donc, dans le monde classique, dans le monde des systèmes d'information classiques, il existe essentiellement deux types de corrélations. La première, eh bien, nous la vivons, le premier type, nous le vivons tous et toutes en ce moment même, puisque nous nous sommes mis d'accord hier ou dans les jours qui ont précédé l'événement d'aujourd'hui, sur le fait que nous serions tous à 11h30 autour de cette table virtuelle pour ce point presse CNRS-CEA. Et donc, c'est ce qu'on appelle, puisque nous sommes tous autour de la table, eh bien, c'est ce qu'on appelle une corrélation par accord préalable. Donc ça, c'est un premier type de corrélation classique. Le deuxième type de corrélation classique relève du signal. Alors typiquement, pour vous donner un exemple concret, eh bien, on peut tout à fait imaginer un professeur dans une école primaire qui, le matin à 8h, prend son sifflet, met un coup de sifflet, et puis tous les élèves de sa classe s'ordonnent en rang 2 à 2, 2 par 2, en face de la porte de la classe. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une corrélation par signal. Alors il se trouve que dans le monde quantique, ça se passe un petit peu différemment, parce qu'il existe des corrélations quantiques qui ne répondent pas à ces deux types de corrélations qui sont celles du monde classique. Et ces corrélations quantiques sont induites par un autre type d'état que la superposition, mais c'est toujours une superposition, et c'est ce qu'on appelle très communément l'intrication. Oui, donc l'intrication, c'est une conséquence de la superposition, comme tu viens de le dire, Sébastien. Mais en effet, la superposition quantique, j'ai pris l'exemple d'un seul système quantique tout à l'heure en disant qu'il peut être dans n'importe quelle superposition de ces états, mais la superposition quantique ne se limite pas à un seul système. Elle est valable pour plusieurs systèmes simultanément. Alors c'est difficile à comprendre, du moins à accepter peut-être plus que comprendre. On parle alors, quand on a plusieurs systèmes, d'intrication, car on ne peut pas penser chaque système quantique individuellement. Ils sont tous entremêlés, enchevêtrés, intriqués dans un état quantique collectif. Donc, si on revient à un cas le plus simple, c'est-à-dire le cas, par exemple, où on a deux systèmes, donc on va prendre 2 bits, et je prendrai donc 2 bits classiques versus 2 qubits. Donc, si on considère 2 bits classiques, c'est un système où chacun possède 2 états, 0 ou 1. Et donc, en fait, dans le monde classique, on n'a que 4 possibilités. Les 2 bits sont à 0, les 2 bits sont à 1, ou alors le premier est à 0, le second à 1, ou le premier est à 1, le second à 0. 4 possibilités. Et donc, on n'a que 4 choix, et on pourra faire des calculs qu'avec ces 4 possibilités. Dans le monde quantique, en fait, ces 2 qubits, il faut voir qu'ils forment à eux deux un seul système, et on va pouvoir donc
prendre les 4 états possibles là, que je viens de citer dans le cas classique, c'est-à-dire les 4 configurations possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, mais on va pouvoir superposer ces 4 états dans n'importe quelle superposition de ces 4 états. Ça fait 4 infinités de possibilités. En fait, ça introduit une sorte de parallélisme massif, parce qu'en fait, en faisant évoluer l'état quantique, on fait évoluer simultanément toutes les possibilités classiques dans cette superposition de ces 4 états, alors que l'ordinateur classique n'avait que 4 possibilités. Là, il y a toutes les superpositions de ces 4 possibilités. Alors, je vais essayer de vous illustrer ça par un exemple un peu concret et un peu simple de ce qu'est ou de ce que représente effectivement l'intrication au sens des corrélations. Et on va supposer que nous avons à un endroit un système, on va l'appeler une source, qui permet d'émettre des paires de photons, donc intriqués. Et le codage de l'information, pour vous donner un exemple assez simple à envisager, on va le coder sur la couleur de ces photons. Donc, on va supposer que notre source soit capable d'émettre toujours des photons par paire, donc un qu'on va donner à Alice et l'autre qu'on va donner à Bob, mais que lorsque ces photons sortent de ma source, ils sortent dans des petites boîtes individuelles et que tous les deux, ils sont dans une superposition qui va dire que les 2 photons sont tous les 2 noirs ou tous les 2 rouges. D'accord ? Et tous les 2 rouges. Donc maintenant, je prends mes 2 petites boîtes de ma source, puis j'en donne une à Alice et puis j'en donne une à Bob. Et puis alors, il va se passer la question de savoir quelle est la couleur du photon d'Alice et quelle est la couleur du photon de Bob. Et en fait, ce processus de révélation de couleur, autrement dit, la question que Alice va poser à son photon, c'est « mais quelle est ta couleur ?» Donc pour pouvoir répondre à cette question, elle va ouvrir la boîte et supposons qu'elle découvre que son photon est de couleur rouge. Alors on sait, et la physique quantique nous dit, que lorsque Bob va lui-même poser la question à son propre photon et qu'il va ouvrir donc la boîte, eh bien, la couleur de ce photon sera rouge également. Alors là, vous pouvez me dire, ah mais ça ressemble à une corrélation classique du premier type dont vous avez parlé précédemment, qui était le type de corrélation par entente préalable. Eh bien, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce que maintenant, je peux refaire mon expérience, non plus avec des photons, mais avec des balles de billard, et de préparer donc une paire de balles de billard que je vais toujours mettre dans des petites boîtes et que je vais envoyer l'une à Alice et l'autre à Bob, et toujours, on va dire, colorier ou peindre ces 2 petites balles de billard de couleur rouge-rouge pour les 2 ou noir-noir pour les 2. Et en fait, la différence fondamentale entre l'expérience avec les photons et l'expérience avec les 2 balles de billard vient du fait que les balles de billard ont toujours, depuis la source, une couleur qui leur est proprement et individuellement bien déterminée. La balle de billard qui part de la source et qui va chez Alice, que Alice ouvre la boîte ou pas, eh bien, il y a une espèce de tag qui dit que cette balle de billard a toujours été noire ou rouge. Alors que pour les photons, et la même chose chez Bob. Alors que pour les photons, en fait, les états de couleur individuelle du photon qui va chez Alice et du photon qui va chez Bob, eh bien, ces 2 photons n'ont jamais été rouges ni noirs, ils ont été dans une superposition de bicouleurs rouge-rouge, noir-noir, et que ce n'est que lors de la révélation de cette couleur, lorsque Alice et Bob posent la question à leur photon individuel, que la paire de couleurs se révèle comme étant rouge-rouge ou noir-noir. Mais la superposition initiale était bien que les 2 photons sont préparés dans rouge-rouge et noir-noir. Donc, en fait, ce sont ces 2 concepts disruptifs, la superposition et l'intrication, qui sont à la base de la révolution quantique qui est en cours. Et en fait, cette révolution va impacter l'ensemble de la chaîne de l'information, puisqu'en fait, on parle de plusieurs grands domaines. Les capteurs quantiques, donc créer l'information, mesurer l'information, la communication quantique, la transférer, et le calcul quantique, transformer cette information. Et donc, le plan quantique présenté hier, il a bien pour objectif de permettre à la France d'être un acteur fort pour ces 3 grands domaines, la communication quantique, le calcul quantique et les capteurs. Et bien sûr, comme vous l'avez compris dans notre présentation, la question du quantique est encore aujourd'hui une question de recherche fondamentale où les concepts que l'on manipule demandent un vrai travail de recherche fondamentale, expérimentale et théorique qui est aussi au cœur
de ce plan quantique? Alors en effet, c'est bien la recherche fondamentale qui, au cours des dernières décennies, a permis de justement pouvoir identifier ce qu'on appelle aujourd'hui volontiers des piliers technologiques, hein, que sont la communication, le calcul et les capteurs quantiques. Et c'est grâce à cette recherche fondamentale qu'on a non seulement pu trouver des concepts, faire des preuves de principe et aller plus loin, si bien qu'aujourd'hui, on commence à parler d'applications, de cas d'usage et qu'on décline selon ces trois piliers technologiques que Philippe et moi venons de décrire. Alors, je vais d'abord vous décrire très brièvement le domaine de la communication et de la cryptographie quantique. Alors, l'intrication et la révélation des couleurs dont j'ai parlé précédemment dans mon petit exemple avec mes photons émis par paire selon les couleurs rouge-rouge et noir-noir, peuvent également servir à établir à distance, donc entre partenaires distants, des clés secrètes de cryptographie. Et ces clés secrètes-là peuvent être utilisées dans des protocoles de communication ou de cryptographie pour sécuriser de manière, entre guillemets, ultime, les échanges de données qui transitent au travers des systèmes d'information ou entre les systèmes d'information. Et donc l'objectif aujourd'hui de ce pilier technologique qui est la communication et la cryptographie quantique réside véritablement dans la construction de réseaux de communication quantique. Alors, sur les bases des réseaux télécoms existants, et ces réseaux quantiques devraient permettre de générer, de distribuer, de stocker et de mesurer cette intrication-là afin de sécuriser les données qui peuvent être véhiculées sur ces systèmes d'information et entre ces systèmes d'information. Donc, il est question ici de nombreux développements technologiques allant des sources de photons, qu'ils soient uniques, qu'ils soient émis par paire dans des états intriqués, mais également conceptuels en termes de protocoles qu'il faut mettre en œuvre pour garantir la sécurité des liens vis-à-vis des parties adverses, autrement dit non authentifiées, et de distiller ces clés de la manière la plus efficace possible et évidemment sans erreur. Donc, comme c'est le cas dans les réseaux télécoms standards, la distribution des états quantiques de la lumière peut se faire par voie terrestre, typiquement au travers de fibres optiques, mais également par voie spatiale, c'est-à-dire à l'aide de satellites qui embarquent soit des sources, soit des détecteurs de photons, soit les deux. Et donc, pour répondre à vos questions, nous avons invité autour de la table Eleni Diamanti, qui est directrice de recherche au CNRS, au laboratoire d'informatique de Paris, qui est un laboratoire associé au CNRS et à Sorbonne Université. Et nous avons également invité Nicolas Sangoire, qui est directeur de recherche au CEA, à l'Institut de physique théorique du CEA à l'Université de Paris-Saclay. Et donc, ces deux personnes seront ravies de pouvoir répondre à vos questions plus spécifiquement sur la communication et la cryptographie quantique. Donc, le second pilier du plan quantique est celui du calcul quantique. L'objectif est donc de travailler sur les concepts et puis les dispositifs de manière à pouvoir réaliser un ordinateur quantique qui permet de résoudre des problèmes qui sont inaccessibles à la puissance d'un calculateur classique. Ces ordinateurs seraient disruptifs pour un grand nombre de domaines, mais il faut aussi bien comprendre que le domaine de ces applications, le domaine des algorithmes quantiques, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire calculer à un système quantique qu'on aura créé, est un domaine de recherche fondamentale très important. Et en fait, il y a peu d'algorithmes encore connus et chaque décennie nous permet d'en découvrir quelques-uns. Donc, c'est un travail très important au niveau de la recherche fondamentale, déjà au niveau des algorithmes, mais aussi au niveau des dispositifs eux-mêmes, parce qu'il faut arriver à créer un dispositif quantique qui corrèle un nombre important, alors par exemple de qubits ou d'autres systèmes d'atomes, et de le faire évoluer en temps avec différentes méthodologies de manière à effectuer un algorithme, un calcul. Et en fait, ces calculs pourraient être disruptifs sur plusieurs problématiques, plusieurs domaines d'application, la cryptographie, la chimie moléculaire, la conception de matériaux et de médicaments, l'hydrodynamique, par exemple pour l'aéronautique, les prévisions financières, l'intelligence artificielle, l'optimisation en général, par exemple la logistique. Et en fait, ça, c'est qu'un ensemble de domaines d'application qui sont en plein développement. Et pour pouvoir faire ce que nous espérons pourra faire un jour, des calculs qui battent
les calculateurs classiques sur l'ensemble de ces problématiques. Il faut créer des dispositifs. Et donc, nous avons aujourd'hui invité deux chercheurs pour nous parler des différentes voies qui sont aujourd'hui explorées. Tristan Meunier, qui est chercheur CNRS à l'Institut Néel, Université de Grenoble-Alpes, et Maude Vinet, qui est directrice de recherche au CEA Leti à Grenoble. Alors, le troisième pilier ou domaine d'application des technologies quantiques est celui des capteurs quantiques qui sont utiles à la métrologie. Donc, la métrologie étant une branche de la science qui permet de qualifier un certain nombre de paramètres physiques et dont les sensibilités et les précisions des mesures peuvent être grandement améliorées, voire même être exceptionnelles grâce aux états de superposition et d'intrication que nous avons décrits précédemment. Donc, ces capteurs quantiques sont souvent agencés selon des configurations interférométriques. Je peux vous donner un exemple d'interféromètre, le grand interféromètre Virgo, qui est destiné à détecter des ondes gravitationnelles, comme vous le savez certainement. Les plateformes les plus utilisées aujourd'hui pour développer des capteurs quantiques, excusez-moi, sont les atomes froids, les défauts dans le diamant, les circuits supraconducteurs ou bien encore les photons. Et ces capteurs quantiques adressent de nombreuses applications telles que la médecine, typiquement l'imagerie cellulaire, grâce à leur sensibilité et à leur précision grandement améliorée via les états quantiques. Donc, ces capteurs peuvent adresser la médecine, typiquement l'imagerie cellulaire, la cartographie des champs magnétiques, le génie civil, parce qu'ils permettent de découvrir, par exemple, des cavités souterraines qui pourraient être dangereuses, adressent également les télécommunications optiques standards, avec notamment la qualification de matériaux, la gestion des ressources naturelles, typiquement la découverte de nappes phréatiques ou de nappes pétrolifères. Et donc, nous avons, pour répondre à vos questions, autour de cette table virtuelle, Patrice Berthet, qui est directeur de recherche au CEA, au service de physique de l'état condensé à Paris-Saclay, et également Arnaud Landragin, qui est directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire Système de référence temps-espace, qui est un laboratoire associé au CNRS, à l'Observatoire de Paris, à l'Université PSL et à Sorbonne Université. Et enfin, le dernier point clé pour le développement des technologies quantiques, comme nous l'avons souligné plusieurs fois, est la recherche fondamentale. En fait, pour l'ensemble des domaines d'application, une partie des concepts sont déjà disponibles, mais font l'objet d'une recherche fondamentale qui est le point qui va permettre de résoudre certains problèmes, de lever certains verrous, d'inventer des nouveaux concepts, par exemple de calcul, par exemple de correction d'erreurs pour corriger les qubits que l'on peut créer qui sont imparfaits. Et en fait, le domaine de la recherche fondamentale est justement un des domaines où la France et l'Europe est vraiment fort, et c'est un des domaines que le plan quantique va soutenir de manière à, en même temps qu'on fait des développements technologiques, travailler au niveau des concepts. Et nous avons invité aussi deux chercheurs. Le premier qui est une première, c'est Alexia Ofev, directrice de recherche à l'Institut Néel du CNRS à l'Université Grenoble-Alpes. Et puis aussi Silvano Di Franceschi, qui est ingénieur-chercheur du CEA à l'Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble, aussi partenaire de l'Université Grenoble-Alpes. Alors en effet, comme l'a souligné Philippe, il faut bien l'entendre, et si c'était un message que nous aimerions que vous reteniez, c'est bien que la recherche fondamentale, qu'elle soit conceptuelle ou expérimentale, pour faire des preuves de concept ou des preuves de principe, c'est bien elle qui irrigue et qui irriguera encore longtemps les piliers technologiques, les piliers des technologies quantiques, que sont la communication, les capteurs et le calcul qu'on a décrit précédemment. Et donc ça, c'est vraiment important de bien matérialiser le fait que cette recherche fondamentale est vraiment, revêt un caractère extrêmement important pour la poursuite des recherches en technologie quantique, et notamment au travers de ce plan quantique qui a été annoncé hier par le président de la République. Et enfin, pour finir, donc, les technologies quantiques qui ont un fort potentiel d'innovation font déjà l'objet de transferts technologiques
et donc de création de start-up. Et à cet égard, nous aurons avec nous, pour répondre à vos questions, nous avons avec nous, pour répondre à vos questions, Pascale Senlart, qui est directrice de recherche au CNRS, au Centre de nanosciences et de nanotechnologie, qui est un laboratoire associé au CNRS et à l'Université Paris-Saclay, et qui est également cofondatrice de la société Candela, et qui répondra donc à vos questions qui relèvent de l'écosystème d'innovation sur le quantique. Alors Sébastien, je pense qu'on va passer à la phase des questions, et donc on a les premières questions, et la première question est bien en ligne avec ce que l'on vient de discuter, parce que c'est une question d'Olivier Voiseux de Freelance, qui nous demande donc si la nouvelle ère est celle de la manipulation des objets quantiques. Est-ce à dire que désormais l'essentiel de la recherche académique française sera fléché vers des applications pratiques? Peut-être qu'on peut répondre à notre niveau pour cette première question, c'est connecté à notre rapide présentation. Oui, bien sûr. Donc, si je me permets de me lancer dans une première approche. Vas-y, Sébastien. Bien, non, pas complètement, puisque, comme on vient de le dire avec Philippe à de nombreuses reprises au travers de notre petit exposé, la recherche fondamentale a un rôle clé à jouer dans cette affaire de plan quantique, et donc dans les technologies quantiques en général. Donc, il n'est pas question de flécher tout sur des applications. Bien sûr, les applications, les cas d'usage sont importants, mais la recherche fondamentale, on ne pourra malheureusement pas faire grand-chose sans y consacrer une bonne part d'argent et une bonne part de temps. Il faut peut-être aussi comprendre que la recherche fondamentale et les développements technologiques sont en fait intriqués pour faire de la mécanique quantique, parce que dans nos laboratoires de recherche fondamentale, nous avons besoin d'avoir accès aux fabrications les plus performantes, aux outils les plus performants pour pouvoir justement manipuler ces objets quantiques élémentaires, les coupler entre eux et donc pouvoir faire les développements. Donc il y a une partie de nos recherches qui ne sont possibles que parce que on a des technologies à disposition, et en fait ces recherches fondamentales développent des technologies, mais les technologies sont indispensables pour faire nos recherches fondamentales. C'est certainement un des lieux où cette intrication est la plus forte. Et je prendrai comme exemple juste l'idée que Google a pu présenter une intrication de 53 bits quantiques. Et en fait, c'est la première fois qu'on intrique 53 objets quantiques dans un état collectif. Donc, c'est à la fois un succès technologique, mais aussi une première en termes de réalisation. Et d'ailleurs, ce type de réalisation est publié dans les meilleurs journaux internationaux. Et je finirai par dire que finalement, on peut résumer nos deux réponses complémentaires par le fait que la recherche fondamentale et les applications, eh bien, jouent entre elles comme une espèce de interplay entre les deux, si bien que la recherche fondamentale irrigue les applications, aussi bien que les applications irriguent la recherche fondamentale. Donc on a une deuxième question, Philippe, qui vient de Clara Laelec de Newstank, et qui dit comment le CEA et le CNRS vont-ils piloter le programme prioritaire de recherche sur le quantique, et quand celui-ci sera-t-il finalisé, et quels arbitrages reste-t-il à opérer? Donc Sébastien, l'élément de réponse, c'est que la partie programme prioritaire de recherche est conjointement effectivement gérée par le CNRS, le CEA, mais également INRIA, et bien sûr toujours en association avec nos partenaires universitaires, bien entendu. Et donc, quand est-ce que celui-ci sera finalisé? Donc, nous avons quelques semaines pour aboutir à une proposition. Et les arbitrages, bien entendu, il en reste encore quelques-uns à faire. Et ça, c'est pas complètement... c'est en cours, on va dire que c'est en cours. Oui, moi j'ajouterais juste que vous pouvez voir que dans notre petite intervention de duettiste avec Sébastien, le CEA et le CNRS travaillent main dans la main, mais on insiste sur le fait qu'ils travaillent aussi main dans la main avec l'INRIA et tous les partenaires universitaires. Et c'est important d'ailleurs de bien comprendre que nous gagnerons la bataille
que la bataille, elle n'est pas entre nous, la bataille est mondiale sur le quantique. Et donc, l'équipe France doit pouvoir jouer son rôle dans une équipe Europe qui est dans une compétition internationale. Tout à fait. On a aussi besoin de plusieurs toutes les questions, forces Sébastien. On a besoin de tout le monde, de toutes les forces. Donc oui, une question qui est de Leïla Marchand, des Échos, et qui relève que pour les communications quantiques et les capteurs quantiques, quel est l'état de l'art, quel est l'état d'avancement de ces technologies? Est-ce encore en laboratoire? Et qu'on peut-on attendre un usage industriel, puis éventuellement une démocratisation plus large? Donc on donne Donc on peut peut-être volontiers la commencer par la parole communication, puis après les capteurs. Exactement. Donc Elénie Diamanti et Nicolas Sangoire. Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup. Bonjour Philippe. C'est avec plaisir qu'on est là aujourd'hui. Et donc, je pourrais peut-être répondre en ce qui concerne les systèmes pratiques, disons, expérimentaux des communications quantiques. Et ensuite, Nicolas pourra commenter sur les aspects un peu plus théoriques. Et donc, du coup, il faut comprendre que dans les larges domaines des communications quantiques, on inclut des technologies qui vont certaines affaires qui sont déjà commercialisées, donc qui sont disponibles actuellement dans les commerces, jusqu'à des technologies qui sont considérées plus du futur, qui iront vers des réseaux quantiques qui permettront des fonctionnalités, des protocoles, des tâches, des applications de plus en plus complexes. Donc, en ce qui concerne les technologies qui sont déjà commercialisées, qui donc sont sorties des laboratoires, il y a notamment ce qui a été mentionné tout à l'heure par Sébastien, la cryptographie quantique, et donc en particulier la distribution quantique des clés, qui permet un niveau de sécurité pour des communications plus élevé que ce qu'on pourrait attendre avec les communications modernes, traditionnelles, qui vient complémenter donc cette façon de sécuriser la communication. Et donc, ces systèmes-là, ils sont déjà disponibles, sortis du laboratoire, mais jusqu'ici, ils avaient un usage plutôt limité. Donc, l'enjeu, là, les grands défis que la communauté des recherches, ensemble avec nos partenaires industriels, on essaye de pousser, c'est d'aller vers des grandes infrastructures de communication quantique, des testbeds, comme on dit, qui ont comme but justement de tester l'utilisation de ces technologies dans une plus large échelle, ce qui amènera à des applications de plus en plus vers le grand public, d'abord pour des communications plus ciblées, mais ensuite pour des communications aussi qui traitent des sujets qui répondent à des questionnements, des cas d'usage industriels au public, dans les publics ou dans les privés. C'est exactement le but. Et c'est ça le grand défi du domaine un peu de ces niveaux de communication quantique actuellement. J'ajouterais aussi que dans cette perspective, on a les soutiens de l'Europe. On a aussi le soutien de nos régions. Je citerai en particulier la région PACA, la région Île-de-France, qui soutiennent déjà de telles infrastructures de communication quantique, et c'est très important. Et ces plans quantiques viennent accélérer ces processus et nous aider d'aller encore plus loin dans cette démarche. Et puis ensuite, je vais peut-être, Nicolas, parler des applications d'un peu plus long terme, qui sont encore dans les laboratoires. Voilà. Ton micro, Nicolas. Pardon, c'est mieux comme ça? C'est parfait. Merci Elénie, merci les Échos, merci Leïla pour cette question. Oui, donc Elénie a déjà abordé beaucoup de facettes. C'est vrai que les communications quantiques, certains prototypes sont déjà disponibles dans les laboratoires. On a même des systèmes commerciaux. Je voudrais quand même spécifier que ces systèmes commerciaux n'exploitent pas pleinement le potentiel du quantique. Ils reposent par exemple sur un niveau de confiance des appareils utilisés. Et par exemple, une des thématiques qu'on aborde, c'est comment justement rendre ces prototypes plus sûrs en reposant leur sécurité sur moins d'hypothèses. Et on rêve par exemple à des systèmes où même si on ne connaît pas la provenance des appareils, on ne connaît même pas leur fonctionnement, on pourrait utiliser les communications quantiques pour sécuriser les communications. Ça, c'est le premier point. Puis l'autre point, c'est que il y a un grand nombre de personnes, Elénie, moi-même, Sébastien et beaucoup d'autres, en France, en Europe, poussent pour étendre la portée de ces systèmes sur des très grandes distances, puisque les systèmes qui sont actuellement disponibles pour communiquer de façon sécurisée avec cette sécurité augmentée par le quantique,
eh bien, n'est permise que sur des distances réduites et on rêve d'un Internet quantique, un Internet avec une sécurité ultime. Et ça passe par des gros problèmes de recherche, des gros programmes de recherche nationaux, européens. On a plein d'énergie et on est maintenant content d'avoir les moyens pour développer ces ambitions. Peut-être qu'Arnaud et Patrice peuvent commenter aussi la partie capteur. Patrice ou Arnaud, Je peux commenter. Excusez-moi. Donc, sur les capteurs, en fait, disons l'état d'avancement, c'est vrai que les capteurs, c'est peut-être le domaine où les… Patrice, tu as un peu d'écho. Il y a un petit peu d'écho. Peut-être pendant que Patrice remet en place son installation. Patrice, est-ce que c'est bon maintenant? Tu remets ton micro? Bon, je vais peut-être prendre par Arnaud, peut-être commence. Voilà, je vais commencer de mon côté du coup en premier. Donc en fait, alors côté des capteurs, effectivement, il commence à y avoir aussi des capteurs qui commencent à être commercialisés. Je pense que la problématique est un petit peu différente puisqu'on peut pas, les capteurs, on peut pas les réduire à une application ou un type d'application. Hein, ils ont un champ très large. Souvent, par contre, des champs d'application plus réduits. Hein, c'est en simplifiant un petit peu, c'est beaucoup d'applications un peu de niche, je dirais, mais de types très différents. Et donc, en fait, les applications, quelques applications commencent déjà à avoir des appareils commerciaux et même vendus à d'autres applications et pas uniquement à des laboratoires. Hein. En particulier, donc dans les capteurs inertiels pour les gravimètres, pour la géophysique, et également en magnétométrie. Il y a un certain nombre de systèmes, notamment atomiques, qui commencent à être commercialisés ou utilisés, en tous les cas, à des buts de recherche, mais en tous les cas, à des appareils qui peuvent être utilisés par des non-spécialistes. Par ailleurs, c'est qu'une petite partie, voilà, je dirais, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, il y a toujours beaucoup de recherches qui avancent. Hein. On a parlé tout à l'heure des centres NV du diamant qui ont des intérêts, par exemple, particuliers en biologie et dans d'autres domaines d'application, qui sont des domaines où à la fois on commence à avoir des objets qui commencent à pouvoir être utilisés par des non-spécialistes, hein, c'est-à-dire pas par des spécialistes de mécanique quantique, mais qui sont toujours en phase de développement et avec des potentiels d'amélioration qui sont encore très inexploités. Donc, ça, c'est pour la partie à quel niveau on en est finalement vers le transfert industriel. Alors, il faut bien voir que ce transfert industriel, on ne peut pas l'imaginer comme un bloc, mais il y a beaucoup de technologies quantiques différentes hein, où chacune d'entre elles ont leurs problèmes de développement technique. Hein. Ça avait été mentionné tout à l'heure, je crois, par Philippe. Pour développer les technologies quantiques, il faut développer beaucoup de technologies classiques, entre guillemets. On parlait des lasers tout à l'heure, mais de systèmes électroniques cryogéniques. Et dans le plan quantique, justement, il y a une attention particulière aussi à être sûr que on développe l'ensemble des connaissances et en fait peut-être aussi de la chaîne de production pour pouvoir arriver à maturité sur des objets qui soient à terme utilisables par je dirais pas le grand public, pas toujours, mais en tous les cas par des utilisateurs qui ne sont pas des physiciens. Patrice, est-ce que tu as résolu tes problèmes? Oui, on va essayer. Alors donc, peut-être sur les capteurs, en effet, les capteurs quantiques, c'est peut-être le domaine des technologies quantiques qui est le plus proche des applications. Donc, pour compléter un petit peu ce que Arnaud a dit, on peut parler aussi des centres NV dans le diamant, donc qui sont des capteurs de type atomique en fait, et leur grande sensibilité vient de leur très petite taille, hein, puisqu'il s'agit vraiment de systèmes atomiques, donc ce sont des systèmes quantiques uniques et qui du coup trouvent des applications à la fois par leur grande sensibilité, donc pour détecter des champs magnétiques de manière très localisée. Et y compris et à température ambiante. Donc ça, c'est en effet une révolution qui est en cours, à la fois d'un point de vue fondamental, parce que ça a des applications dans toutes sortes de domaines fondamentaux, et puis en microscopie, puisque les centres NV peuvent être du coup utilisés pour sonder des systèmes biologiques, sonder aussi les températures dans les cellules. Donc il y a toute une activité vraiment mondiale qui vise à essayer de développer ces capteurs quantiques. Et la France a notamment
des atouts parce qu'elle maîtrise aussi la fabrication du diamant. Et donc, il y a des entreprises, donc on est vraiment à un domaine charnière entre la recherche fondamentale qui est très avancée et puis des premières entreprises qui se lancent à la fois en France et puis en Europe. Est-ce qu'on peut parler de sensibilité ultime? Alors, la sensibilité ultime, c'est toujours l'étape avant qu'un autre physicien ait une meilleure idée, je dirais. Mais alors, effectivement, on obtient des sensibilités qui sont inatteignables par des systèmes classiques dans un certain nombre d'activités. Et je pense que je peux parler de manière générale, on n'a pas atteint la sensibilité ultime. Et pour revenir un petit peu à votre introduction, la plupart des capteurs utilisent principalement le principe de superposition quantique. Dont vous avez dit, mais en fait, les méthodes d'intrication ne sont pour l'instant pas utilisées ou très très peu, et de toute façon devront permettre dans les années qui suivent d'améliorer encore ces performances en permettant d'avoir des capteurs encore plus sensibles et plus précis. On a par exemple entendu parler de radar quantique, mais je mets ce mot que pour faire du buzz, pour voir si ça déclenche des questions. On va passer à l'autre question, Sébastien. On reviendra sur les capteurs et la communication. Parce qu'on a une autre question sur le calcul. Une question de Gilbert Kallenborn de 01net qui nous demande, depuis quelques années, il écrit le CEA, mais c'est bien le CNEA, le CNRS et l'Université de Grenoble-Alpes qu'il faut lire en fait dans sa question, planche sur un ordinateur quantique à base de silicium. Où en est-on aujourd'hui? Combien de qubits peut-on avoir avec cette technologie aujourd'hui? Et nous avons avec nous donc Tristan et puis Maude qui vont pouvoir répondre à cette question. Maude, peut-être, pour commencer? Je commence et Tristan complétera. Donc effectivement, depuis quelques années, CNRS, à l'Institut Néel, Recherche fondamentale du CEA et le LETI, nous nous sommes associés pour travailler sur un ordinateur quantique à base de silicium. Et pour ce faire, nous avons utilisé les technologies de la microélectronique. Donc en 2016, on a démontré une première mondiale, c'est-à-dire qu'on a utilisé une technologie quasi industrielle qui sert à fabriquer des transistors pour fabriquer un bit quantique. Et actuellement, une grande partie de notre travail, elle est de comprendre tous les paramètres matériaux et technologiques qui vont avoir un impact sur la performance du qubit pour être capable d'en mettre plusieurs millions. On travaille en parallèle sur le pilotage de ces qubits et sur les architectures qu'il faudra. Donc aujourd'hui, combien on peut avoir avec cette technologie? À l'état de l'art, dans le monde académique, il y a eu 4 qubits qui ont été démontrés dans les technologies semi-conducteurs. C'est peut-être un peu réducteur de poser la question de cette manière parce qu'il y a tout un travail technologique qui est préparatoire à pouvoir mettre beaucoup de qubits et c'est ce travail technologique qui est important, qui se fait en lien avec les physiciens pour qu'on ait une bonne compréhension des phénomènes sur lesquels on travaille. Et là, je peux peut-être passer le micro à Tristan Meunier pour qu'il complète sur la vision, le lien entre recherche physique et recherche technologique. Tristan, ton micro. Oui, ça y est, c'est bon, vous m'entendez, oui. Je pense que, pour donner un complément à ce qu'a dit Maude, tout simplement, la recherche sur l'ordinateur quantique pose des problèmes assez importants et en termes de contrôle d'un nombre important d'objets quantiques. Et donc, l'un des principaux blocages à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait pas comment contrôler ces choses-là dans les laboratoires académiques. Et donc, c'est là où l'impact de la recherche technologique est vraiment attendu. C'est-à-dire que la recherche technologique va nous permettre de pouvoir nous mettre en place des systèmes qui nous permettent de contrôler un grand nombre d'objets quantiques. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de choses à débugger parce que notre stratégie à Grenoble, c'est de directement partir d'un système qui est directement, on va dire, intégrable en utilisant les technologies de la microélectronique. Mais ceci a un coût, ça veut dire qu'on est en retard à l'heure actuelle par rapport à la recherche académique. Mais sur le long terme, on peut penser que notre stratégie sera payante. Merci, oui, c'est une sorte de pari du silicium.
qu'il est essentiel de tenter, puisque ça pourrait permettre d'atteindre avec les technologies de la microélectronique un ordinateur avec un très grand nombre de qubits dans un horizon de la décennie. Peut-être qu'on peut prendre, Sébastien, la question suivante d'Éric Séverin de Freelance, qui est une question un peu générale, donc on va peut-être brosser un panneau un peu général qui est où en sont les autres nations sur les recherches quantiques? Tu te lances, Sébastien? Oui, effectivement. Arnaud, Tristan et Patrice ont déjà partiellement répondu à cette question. Il est évident que les autres nations avancent. On n'est pas spécifiquement en retard. Je pense que la France est très très bien positionnée à l'échelle internationale sur l'ensemble des piliers des technologies quantiques. Cela dit, les autres nations ont également investi massivement de l'argent dans ces technologies quantiques, la Chine, les États-Unis, nos voisins européens également. Et donc, il était important d'avoir enfin un aboutissement de cette stratégie d'accélération pour le quantique en France, parce que non seulement ça va nous permettre, chercheuses et chercheurs et collaborateurs industriels, etc., et bien non seulement de contribuer à l'effort évidemment national et européen, comme on l'avait souligné précédemment, mais également de toujours jouer les premiers plans, voire, espérons, aller même plus loin que nos concurrents à l'international. Oui, probablement. Effectivement, comme tu l'as dit, il faut penser le plan français dans un cadre européen avec le plan allemand, le plan UK, le plan de nos amis qui sont toujours, nos amis anglais qui sont toujours dans l'espace européen de la recherche avec le deal qu'ils ont passé. Et on est content qu'ils soient là. Et donc, il faut voir que l'Europe, avec en plus son flagship européen qui fournit des financements européens en addition des financements nationaux, est en compétition avec la Chine, les États-Unis, en fait les grands leaders mondiaux. Mais c'est une vraie compétition et qui est féroce vu l'enjeu de disruption des technologies dont on parle. Oui, et puis il y a également des enjeux évidemment d'innovation, de valorisation, de commercialisation, au travers de ce qu'on a tous un peu dit, et notamment Hélénie l'avait bien souligné, d'application et de cas d'usage, mais il est également question de souveraineté nationale et évidemment de souveraineté européenne dans ces piliers technologiques et également dans les technologies classiques, comme Arnaud l'a souligné il y a quelques minutes, des technologies classiques qui permettent de mettre en œuvre les technologies quantiques. Oui, on a une autre série de questions en fait qui sont un peu reliées à ce qu'on discute là, qui sont par rapport aux GAFAM. On a une question d'Olivier Voiseux de Freelance qui dit dans le futur comment éviter le brain drain de la recherche académique vers les acteurs privés fortement investis dans le quantique et plus rémunérateurs, Google, Microsoft, etc. Et en soulignant que c'est ce qui s'est produit dans l'intelligence artificielle. Et puis, on a une autre question aussi liée à l'avancée des GAFAM, mais moins sur le brain drain, mais qui est en l'état actuel de la recherche, est-ce que la suprématie quantique a été atteinte, en particulier par Google, qui l'a annoncé il y a plus d'1 an, mais qui a été réfutée par d'autres. Alors, peut-être qu'on peut d'abord prendre la question d'un point de vue technique pour qu'on voit bien où en sont les GAFAM, et par exemple cette question de la suprématie. Et peut-être alors, est-ce qu'on donnerait la parole à un théoricien, Nicolas Sangoire, qui pourrait répondre à cette question? Et après, d'autres peuvent intervenir, beaucoup peuvent intervenir dans le plateau qu'on a rassemblé. Pardon Philippe, tu peux répéter la question s'il te plaît? Sur la suprématie quantique atteinte par Google, oui ou non? Où on en est? Est-ce qu'elle a été atteinte? Est-ce qu'elle est encore lointaine? Et la suprématie que Google a annoncée il y a 1 an, elle a été réfutée, apparemment. Bon, écoutez, je pense qu'on peut dire raisonnablement qu'une certaine forme de suprématie a été établie par Google et on s'en réjouit tous. Si la question est est-ce que cette forme de suprématie est utile, la réponse est clairement non. Et on est très impatient justement d'avoir une réalisation expérimentale qui démontre une supériorité classique sur des problèmes
intéressants, sur des problèmes concrets, pratiques, qui soient intéressants tant sur le plan de la recherche que sur le plan technologique et des applications. Mais peut-être que le take-home message est qu'on est à un point de bifurcation. Donc, savoir si dans le débat, est-ce qu'on a passé le point de bifurcation ou pas exactement, c'est pas là qu'est le débat. Il faut comprendre qu'on est à un point de bifurcation. Et donc, même si ceux qui disent que Google peut-être n'a pas encore atteint cette suprématie et qu'il chipote ce point, si c'est pas aujourd'hui, c'est dans un an ou deux. Mais la bifurcation vers les technologies quantiques est en marche. Maud, je vois que Maud, elle lève le doigt, plusieurs doigts, donc je vais la laisser intervenir. Maud, micro. Un commentaire d'un point de vue de la microélectronique. La communauté de la microélectronique, c'est des milliers, dizaines de milliers de chercheurs. L'industrie de la microélectronique, c'est des milliards de dollars, enfin, des dizaines de milliards de dollars. Et là, ce qui est intéressant, pour reprendre le tipping point que tu mentionnais, Philippe, on peut discuter, on peut argumenter au niveau des chercheurs du détail, de la suprématie, de ce qui a été démontré. N'empêche qu'avec 53 qubits, une équipe d'une trentaine de chercheurs, Google, ils arrivent à remettre en question aujourd'hui l'état de l'art des meilleurs calculateurs de la microélectronique. Alors, on pourra toujours se battre sur les chiffres, mais cette avancée, qui est une avancée scientifique et technologique, est vraiment un révélateur, un départ pour le calcul quantique et montre combien, avec finalement assez peu de moyens, ça peut être, ça commence à remettre les certitudes du monde de la microélectronique. Je pense que c'est vraiment un achèvement technologique et scientifique. Ben là, on va dire même technologique, parce que la science, finalement, on connaissait ce qu'il y avait derrière, qui donne le départ des technologies quantiques. Oui. Et je pense que le deuxième take-home message, c'est celui qu'a dit Nicolas, c'est-à-dire que c'est pour l'instant des sortes de cas d'école. C'est pour ça d'ailleurs que c'est publié dans les papiers académiques et qu'en fait, même si c'est des acteurs privés, ils font des choses qui sont de l'ordre de la recherche fondamentale. Mais le point de Nicolas qui est de dire la prochaine bifurcation, c'est quand on pourra faire un calcul utile, c'est-à-dire battre un calculateur classique sur quelque chose d'utile. Mais rappelons-nous les premiers ordinateurs battant sur des jeux assez simples les humains et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc on est en train de suivre ce chemin. Il faut même imaginer qu'on en est comme il y a 50 ans en électronique où il y avait les premiers processeurs qui ne servaient pas à grand-chose. Les meilleurs calculateurs humains faisaient mieux qu'eux. Aujourd'hui, c'est complètement has-been. Donc je pense qu'il faut garder cette idée de point de bifurcation. Mais peut-être qu'on peut aborder la question aussi, qui est la question, est-ce qu'il va y avoir un brain drain? Alors, je ne sais pas comment on fait, parce que tout le monde a certainement une opinion. Une idée sur la question, oui, tout à fait. Je peux peut-être donner mon point de vue. Un chercheur, ce qu'il cherche avant tout, c'est d'être dans un lieu où ce qui lui tient le plus à cœur, qui est sa recherche, puisse avancer. Donc, le fait de pouvoir donner des moyens, c'est un point essentiel. Certes, le salaire est un point important, mais le chercheur, il ne va pas aller s'isoler dans un coin perdu parce qu'on lui fait un pont d'or. Il va y aller parce qu'il a de quoi faire la meilleure recherche. Et donc, certes, il va y avoir du brain drain, il y a une compétition internationale. Mais en même temps, le plan français, il aide, parce que nos chercheurs qui ont de l'argent, ils vont pouvoir se faire plaisir et faire avancer la science. C'est la science et la technologie. Et après, il faut aussi se dire qu'en fait, l'enjeu du calculateur quantique, c'est pas un enjeu, c'est comme la connaissance, c'est pas un enjeu national, c'est un enjeu de l'humanité. Certes, il y a des compétitions féroces et puis il y aura des enjeux économiques. Et donc, à un moment donné, il y en a un qui produit puis pas l'autre. Par contre, amener les technologies quantiques au service de l'humanité, c'est quand même à ça qu'on travaille. Je ne sais pas si Sébastien, toi, tu veux donner une réponse un peu générique. Ton éclairage est tout à fait pertinent. Effectivement, dans le monde de la recherche, on sait pourquoi on vient tous les jours au laboratoire et qu'on est capable de passer
des journées entières dans le noir à compter des photons pour les uns, à mettre en œuvre des atomes froids pour les autres, etc. Je ne vais pas tous les citer. Et donc, on sait pourquoi on est là. C'est parce qu'on a envie de faire avancer la science, on a envie de faire avancer la connaissance, on a envie de participer à cet effort, alors là, pour le coup, national, de sorte à ce que ça puisse aboutir à des cas concrets d'application, à des cas d'usage, et qui vont, bien sûr, et qui nécessitent depuis la recherche fondamentale jusqu'aux applications les plus raffinées. Donc, effectivement, on sait pourquoi on vient le matin, et le salaire n'est pas forcément quelque chose qui rentre en compte dans cet état d'esprit. Mais le salaire, ça ferait du bien quand même. Mais on va peut-être faire témoigner deux chercheurs, et peut-être comme Silvano et puis Alexia n'ont pas encore eu l'opportunité d'intervenir, peut-être qu'ils peuvent rebondir sur cette question de brain drain et de compétition internationale. Silvano et Alexia. Alexia, honneur. Je donne la parole à Alexia d'abord. Merci beaucoup. Et merci pour cette conférence de presse. Oui, effectivement, je pense que cette question du brain drain, elle va se poser très très vite. Elle se pose déjà d'ailleurs au niveau des recrutements doctoraux, parce que avec ces startups du quantique qui se créent et ces grandes entreprises comme Atos qui ont des départements de recherche intégrés, assez souvent les jeunes brillants, ils vont avoir plus envie d'aller faire une thèse dans ces entreprises qui proposent les conditions de la recherche plutôt que dans des laboratoires académiques. Et donc ça va être une vraie question qui va en fait se jouer un petit peu à toutes les échelles de la carrière du chercheur. Et je crois que mettre en place un nouveau modèle de fonctionnement entre recherche fondamentale, innovation et industrie, c'est un des vrais grands enjeux aussi de ce plan quantique. La France, c'est un pays qui fonctionne beaucoup par cases, qui fonctionne beaucoup en silo. C'est un système qui a son efficacité, hein, on est bon dans plein de domaines, mais sur les techno-quantiques qui sont ce qu'on appelle une deep tech, où on a besoin de ce couplage très fort entre recherche fondamentale et industrie, il y a des nouveaux modèles de fonctionnement qui doivent être mis en place. Et peut-être que le brain drain, ou une bonne gestion du brain drain, ça peut être un des facteurs pour vérifier qu'on est capable de mettre en place ce nouveau modèle. Donc, ça, c'est une longue phrase pour dire qu'en fait, je ne sais pas quelle est la solution, mais je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on réfléchisse ensemble dans le contexte de ce plan quantique pour comprendre comment gérer aussi à ce niveau-là le partenariat entre grands organismes de recherche, universités et industrie. Peut-être en continuité de ton intervention, Alexia, peut-être que Pascal Sénélard, qui vient de nous rejoindre sur je pensais à elle, en fait, quand j'ai parlé des thésards. je savais que tu pensais à elle, donc on a demandé à ce qu'elle puisse monter sur scène. Et si tu ouvres ton micro, Pascal, peut-être tu peux commenter, puis après on reviendra sur Silvano, qui peut-être éclairera cette question aussi avec un autre point de vue complémentaire ou cohérent. Pascal. Oui. Donc sur le brain drain, effectivement, j'avais envie d'intervenir et je vous remercie de me faire intervenir maintenant. Parce que donc moi, mon équipe a créé une start-up il y a 3 ans et les start-up du quantique, par définition, elles sont au départ collées à la recherche fondamentale. Parce que le quantique, alors là je parle de la partie hardware. En fait, je vais faire une parenthèse sur le software. Tout ce que vous avez dit, Philippe et Sébastien, sur le brain drain côté sur la motivation en fait des chercheurs à rester dans un environnement de recherche favorable, je pense que côté informatique, le challenge il est bien plus grand parce que les startups du quantique qui travaillent sur la partie software, pour donner des bonnes conditions de travail, elles donnent un ordinateur et le salaire peut être 3 fois plus grand qu'est-ce qu'ils auront dans un laboratoire académique et ça va être une vraie difficulté. Je pense que sur la partie software, ça va être très très compliqué et nous on l'a vu. On le voit dans les startups, on le voit dans les laboratoires de recherche, les collègues qui font du calcul quantique, de l'informatique quantique,
théoriques dans les laboratoires sont très très courtisées par les sociétés qui développent l'informatique quantique. Côté hardware, on est dans une problématique qui est très différente parce que là, il faut d'énormes moyens de fabrication, des moyens technologiques très très compliqués. Et donc, les startups qui émergent des laboratoires, elles sont collées au laboratoire de recherche pendant un certain temps. Il va y avoir la bouée de sauvetage au début et c'est le travail, enfin ça fait partie des missions des organismes comme CEA et CNRS qui ont des outils pour permettre la création de ces startups qui leur permet progressivement de se détacher du laboratoire. Et donc au début, les moyens sont du côté du laboratoire et donc l'attractivité de la startup a plutôt tendance à donner une bonne visibilité aux équipes de recherche qui ont une plus grande facilité à recruter. Et puis quand la startup commence à lever des fonds et à avoir ses propres moyens de développement, eh bien là on commence à avoir deux endroits où on peut faire une recherche assez similaire avec des conditions de travail différentes et d'un côté beaucoup plus flexible que l'autre. Donc il y a un vrai enjeu sur ça et il n'y a pas une solution très simple, mais je pense que le fond de l'histoire, ça va être quand même que les startups n'ont pas les moyens, ne peuvent pas se permettre de faire une recherche vraiment fondamentale. On est quand même du côté du développement, de l'ingénierie, c'est la recherche technologique et de la recherche en ingénierie, alors que du côté du laboratoire, on va continuer à se poser des questions très fondamentales, etc. Donc les profils d'étudiants ou de personnes qui ont envie de se poser des questions très fondamentales, elles iront toujours du côté académique probablement. Merci Pascal. Merci. Peut-être que il y a un écho sur un des. Est-ce que tu peux couper ton. Merci. Alors la régie nous dit qu'en fait on a beaucoup de questions et qu'il faut qu'on accélère un peu tous collectivement. Donc on va passer à une question suivante qui est donnée par. D'ailleurs, la régie m'a dit que Freelance, c'est pas le nom d'un journal, mais c'est les journalistes indépendants. Donc, je m'excuse auprès des journalistes dits appartenant au journal Freelance, puisqu'ils sont en fait indépendants. Mais donc, on va prendre l'autre question, qui est une question de l'AFP par Juliette Collen, qui nous demande où en est la recherche sur la cryptographie post-quantique. Qui voudrait prendre la question? Nicolas, peut-être? Oui, merci pour cette question. J'aimerais juste commencer par un élément que je trouve assez cocasse. Donc, on a parlé de l'ordinateur quantique, qui est une technologie qui n'existe pas encore, mais le point que j'aimerais souligner, c'est que malgré le fait que cette technologie n'existe pas encore, c'est déjà une menace pour la sécurité des communications, puisque la plupart des communications à l'heure actuelle sont effectivement codées, avec des problèmes mathématiques qui pourront dans le futur être cassés avec des ordinateurs quantiques. Et le point le plus important, c'est qu'indépendamment qu'il faille 3, 5 ou 10 ans avant d'avoir un ordinateur quantique à grande échelle, eh bien, si on stocke l'information qui est échangée à l'heure actuelle, on pourra la décoder dans 3, 5 ou 10 ans. Et comme vous pouvez l'imaginer, on n'a pas toujours envie de casser la sécurité des communications actuelles. C'est le premier point. Donc, il est effectivement nécessaire de développer des stratégies qui puissent être sécurisées, y compris contre des attaques quantiques. C'est un travail à la fois par des gens qui font la cryptographie classique, qui essayent de trouver des problèmes classiques, qui ont une résistance même contre les ordinateurs du futur, les ordinateurs quantiques. Ça, c'est un gros domaine. Et le nôtre, eh bien, c'est justement les stratégies de cryptographie quantique dont on sait qu'elles sont de façon démontrable sûres contre des attaques quantiques. Et là, on a déjà évoqué le point de leur développement. On a des prototypes, on a même des systèmes commerciaux, mais on souhaite les améliorer. On souhaite, par exemple, augmenter la distance sur laquelle ils peuvent distribuer des clés et sécuriser les communications. Est-ce que je peux juste ajouter un petit point là-dessus à ce qu'a dit Nicolas? J'ajouterais juste que donc la recherche sur la cryptographie donc dite post-quantique, qui est une cryptographie classique, donc qui viendra en progression par rapport au protocole de cryptographie mathématique actuel, est en plein essor. Et la France est très bien positionnée aussi dans ce domaine par rapport à ses chercheurs, notamment à l'INRIA. Et donc, on a plusieurs candidats dans les algorithmes post-quantiques qui sont en phase de validation par les instances compétentes.
Et donc, je précise aussi pour finir que l'idée des systèmes de cryptographie hybrides, donc qui combinent de façon complémentaire et avantageuse les algorithmes de cryptographie quantique et post-quantique, c'est la solution qui est le plus poursuivie par les chercheurs dans le domaine en ce moment, que ça promet une sécurité maximale dans tous les cas d'usage imaginables. Voilà. Merci. Sébastien, peut-être il y a d'autres questions sur les merci. algorithmes, peut-être tu les prends? Oui, non, je voulais juste dire, rebondir sur ce qu'a dit Eleni. Effectivement, l'hybridation, tu as très bien fait de le mentionner, est probablement une veine de recherche exceptionnellement prometteuse. Donc, c'est très, très bien d'avoir mentionné ça. Et je voulais t'en remercier. Donc, oui, il y a une question sur les algorithmes, donc de Sébastien Julien de l'Express. Pourquoi y a-t-il si peu d'algorithmes quantiques? On sait optimiser par exemple des portefeuilles financiers, mais il semble que l'on manque d'algorithmes. Et une deuxième question également sur les algorithmes de Fabrice Nico de Sciences et Avenir, en recherche fondamentale, quel l'apport de l'algorithmique quantique sur la conception de nouveaux types d'expériences en physique par exemple? Qui veulent prendre les questions d'algorithmes? Peut-être sur la question de Fabrice Nico de Sciences et Avenir sur l'apport de la recherche fondamentale en algorithmique quantique. Ou Eleni, oui, peut-être pardon. Ouais, j'ai vu que Tristan levait le doigt, il pourra compléter aussi, mais l'algorithmique quantique, je pense que c'est vraiment un des points, effectivement, où recherche fondamentale, innovation doivent marcher main dans la main. En fait, la grosse difficulté pour écrire des algorithmes quantiques, et je pense que c'est aussi ce qu'avait dans la tête le journaliste qui a posé la question, c'est qu'il faut penser quantique. Donc, c'est un mindset qui est complètement différent d'une écriture d'algorithme en physique classique. Donc, ça nécessite... c'est difficile d'apprendre ça sur le tas, où il faut investir un peu de temps pour réapprendre la mécanique quantique à la base. Et c'est pour ça qu'il va falloir mettre en place des systèmes de formation dédiés si on veut monter en puissance sur les métiers du quantique sur des échelles de temps pas trop lointaines. Tristan, tu veux compléter ? Oui, je peux peut-être donner un exemple concret d'application de la physique, enfin, ce qui s'est passé au cours de ces 30 dernières années et qui est les implications qu'elles ont sur l'algorithmique quantique. Donc, on a des problèmes pour simuler nos systèmes. Les systèmes qu'on est en train de mettre en place expérimentalement, on a des problèmes pour les simuler, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend à partir de 50 qubits, on essaye de simuler ça sur un ordinateur classique, on a des gros problèmes. Ça veut dire que la complexité est trop importante. Et la complexité est reliée typiquement à la complexité qu'on a dans les algorithmes quantiques pour les résoudre. Donc, si on a des problèmes si on a des problèmes physiques, on a du mal à résoudre sur des ordinateurs classiques, ça veut dire qu'ils vont potentiellement pouvoir être résolus plus facilement sur des ordinateurs quantiques, mais ça peut aussi être relié directement avec des problèmes concrets d'algorithmique ou pour faire des calculs. Et c'est typiquement ce qui est aujourd'hui mis en place, par exemple, dans la société D-Wave, où ils simulent une espèce un phénomène physique qui est difficile à calculer. Et grâce à ce phénomène physique, ils arrivent à faire des optimisations sur des problèmes concrets pour, par exemple, Volkswagen. Et c'est typiquement ce champ de recherche qui alimente à l'heure actuelle une partie de l'effort en algorithmique quantique. La deuxième chose que je voulais dire, c'était que fondamentalement, pour moi, la raison pour laquelle il y a si peu d'algorithmes quantiques, je pense que c'est lié au fait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y sont intéressés parce que les algorithmiciens, en général, travaillent directement sur les machines. Ils ont besoin d'avoir le fonctionnement de la machine, clairement. Et vu qu'on n'a pas de machine ou qu'on a des machines qui sont trop petites pour l'instant, je dirais que l'ordinateur quantique est sur le marché à l'heure actuelle, mais il est trop petit pour être intéressant, pour faire des choses intéressantes. Voilà. Donc, et les algorithmiciens, à partir du moment où il va y avoir un hardware quantique qui va être potentiellement plus performant, vont s'intéresser à ces problèmes et la capacité à pouvoir créer des algorithmes quantiques va augmenter à ce moment. Merci Tristan. Je ne sais pas si Nicolas, tu voulais compléter, toi qui travailles directement sur les algorithmes. Peut-être sur la partie de la question qui concerne le petit nombre d'algorithmes connus à ce jour.
Oui, oui. Enfin, j'abonderai simplement dans la direction d'Alexia, c'est-à-dire qu'il faut simplement imaginer que là, on a une machine nouvelle avec un hardware nouveau, quantique, et du coup, toute l'expérience qu'on a à coder des ordinateurs classiques, on peut simplement l'oublier. Même les opérations fondamentales dont on dispose classiquement sont différentes. On en a plus, elles se comportent différemment, et voilà, comme Tristan le disait, pour un théoricien comme moi ou pour d'autres, eh bien, c'était pas très excitant de s'intéresser à cette problématique tant qu'on n'avait pas le hardware. Maintenant qu'il est là, qu'il commence à apparaître, on va s'y intéresser. Il y a une grosse demande, effectivement, de la part, y compris des grosses industries qu'on a citées précédemment, juste d'embaucher des gens des ingénieurs qui ont cette expertise. Et donc, l'un de nos objectifs sera de former des étudiants à cette algorithmique quantique, et on sera très content d'avoir des étudiants qui trouvent des débouchés facilement dans ces grandes entreprises attractives. Merci. Peut-être qu'on va prendre les questions. Il y a 2 questions sur les financements. Peut-être qu'on va prendre nous 2 avec Sébastien. Il y a une première question d'Éric Sévéra, qui est donc journaliste indépendant. Pouvez-vous rappeler les financements du plan annoncé? Et puis Martin Clavet de Industrie et Technologie qui nous demande, est-ce que ce plan quantique français n'est pas qu'un seul repackaging des financements déjà mis en place, et sinon, quels sont les réels financements nouveaux? Peut-être ce qu'on peut dire, Sébastien, c'est que le président a annoncé hier 1,8 milliard pour le plan quantique, dont 1 milliard du côté argent public. Et dans ce plan, dans ces 1 milliard, en fait, il y a réellement une partie importante d'argent frais. Il y a bien sûr les efforts déjà mis par les organismes et les priorités mises dans les organismes, mais il y a une partie importante d'argent frais. Le premier que je citerai, c'est celui qui est... D'ailleurs, on a avec nous un grand tableau nous donnant le milliard et comment il est ventilé. Et je citerai le premier qui est le premier concret, c'est-à-dire les choses qui vont démarrer très très vite. C'est le programme et équipement prioritaire de recherche. Et les 3 organismes, INRIA, CNRS, CEA, en lien avec l'ensemble des partenaires, en particulier, bien sûr, les grandes universités, sont mandatés pour ont été mandatés en décembre pour présenter un plan au gouvernement en fin février pour ces nouveaux financements de 150 millions sur un certain nombre d'axes qui sont qu'une partie du plan. Et donc ça, c'est 150 millions du PIA qui sont de l'argent frais, et c'est un premier volet du plan qui démarre dès aujourd'hui. Sébastien, tu voudrais compléter, ou on passe peut-être à la question suivante, parce qu'on nous dit qu'on est très en retard. Parce que je pense que ce que tu as dit était assez clair. Donc, non, si, peut-être pour complémenter, donc non, en réponse à Martin Clavet de Industrie et Technologie, ça n'est pas qu'un seul repackaging des financements qui sont déjà mis en place. Il y a une part non négligeable d'argent frais qui, comme l'a annoncé le président Macron hier, eh bien, va venir de l'État et notamment du PIA. Donc, il y a une autre question de Ingrid Vergara du Figaro, qui concerne les collaborations européennes. Donc la question est la suivante. Concrètement, comment se passe la collaboration en Europe? Travaillez-vous ensemble avec des laboratoires européens sur des sujets donnés? Et est-ce qu'il y a de l'échange d'informations? Et avec les plans présentés par donc, les divers États membres, typiquement, il y a le sentiment d'une concurrence entre les États membres, et est-ce le cas ou une réalité déformée? Peut-être qu'on pourrait donner la question à Silvano, qui n'a pas pu intervenir encore. Par exemple. Oui, merci à tous. Oui, donc la réponse, c'est que oui, il y a des collaborations européennes qui sont en place, notamment aussi dans le cadre de la flagship quantique. Évidemment, il y a aussi une compétition qui est toujours en place. Mais il faut être conscient que quand même on est devant des défis qui sont très ambitieux, et sans avoir une certaine union et une certaine convergence d'efforts, on n'y arrivera pas. Donc on est un peu obligé aussi à se fédérer
et à donc concentrer nos efforts thématiquement et aussi au niveau géographique, au niveau européen. Et c'est un peu, peut-être pour donner la parole à Maud, c'est un peu comme dans la microélectronique, on a des grosses entreprises qui sont en compétition, mais tu pourras dire, Maud, que finalement, ils se retrouvent à conduire les recherches plus avancées en commun. Exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça fait des années, des dizaines d'années que la microélectronique pratique la stratégie d'alliance. Alors une alliance, c'est quoi? C'est un ensemble de partenaires qui ont des intérêts communs sur un certain nombre de points, mais qui ont aussi des intérêts en compétition parce que derrière, ils vont se retrouver au niveau commercial en compétition. Et on se retrouve un peu dans les technologies quantiques à ce stade-là. Sur les problèmes complexes, on a besoin d'être à plusieurs. La science, on a besoin d'avoir des cerveaux avec différentes approches. Et après, on sera un petit peu en compétition on est déjà un peu en compétition en science parce qu'il faut être le premier. Mais sur des enjeux commerciaux, il y aura un peu plus de compétition, mais on traitera la compétition quand elle sera là et quand on aura résolu les vrais enjeux. Et aujourd'hui, on est vraiment plutôt dans ce qui s'appelle la coopétition. Oui, je peux peut-être ajouter, moi je suis un des membres de la coordination, la support action pour la coordination du flagship. Et effectivement, l'Europe travaille de conserve face à la concurrence internationale. Et l'ensemble des projets du flagship sont coordonnés comme un tout et essayent de jouer collectif. Et d'ailleurs, autour de notre table ronde, beaucoup d'entre vous, beaucoup des chercheurs, ou pratiquement tous, sont dans des projets européens, soit des ERC, soit des projets du flagship. Et donc, c'est une réaction collective. Mais je pense qu'il faut qu'on passe à la question suivante, Sébastien, peut-être tu peux aborder la question sur Grenoble. Oui, mais juste un petit mot quand même. Effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a un certain niveau de compétition entre les diverses équipes qui travaillent dans les domaines des technologies quantiques en Europe. Mais cela dit, comme Silvano l'a très bien remarqué, il est vraiment question également de fédérer ces forces-là, de sorte à ce qu'on puisse aboutir collectivement et positionner, nous, en France, la France, et puis plus généralement l'Europe, vis-à-vis de la compétition internationale sur ces technologies quantiques-là. Donc c'est vraiment important de ne jamais perdre de vue que probablement seul, on n'y arrive pas. Donc, autant fédérer les forces au niveau national et au niveau européen. Donc, effectivement, il y a une question sur Grenoble, donc qui va s'adresser essentiellement aux Grenoblois, donc qui est la suivante. Quelle est la position de Grenoble par rapport aux autres pôles de recherche français dans le programme quantique? Y a-t-il eu, par exemple, des avancées majeures réalisées par le pôle grenoblois? Alors, qui c'est qui répond, chef? Tristan. Tristan. Ça peut être aussi les autres vus de l'extérieur. Je peux poser les choses côté recherche fondamentale interdisciplinaire, mais bon, c'est vrai qu'en France, on a énormément d'atouts qui ont été structurés par différents moyens. Il se dégage aussi des pôles géographiques où il y a des concentrations un peu plus grandes de recherche sur le quantique. La mission Forteza, on avait identifié 3, c'était Paris Centre, Paris Saclay et Grenoble. Moi étant de Grenoble, je peux parler de Grenoble. Pour le différencier par rapport aux deux autres pôles précités, en fait, une spécificité de Grenoble, c'est que c'est un endroit petit avec la concentration d'un peu toutes les expertises. On a vraiment tout un continuum et un des slogans que j'aime bien mettre en avant, c'est qu'on va du philosophe à l'industriel. Moi, je vais attaquer côté philosophie et recherche fondamentale, et puis ensuite, je laisserai la parole à plus ce qui est innovation et industrie avec la microélectronique vers Tristan et Maud. Mais ce qu'on a mis ensemble depuis 4 ou 5 ans maintenant, notamment grâce à l'Université de Grenoble, c'est un tricotage d'interdisciplinarité, on va dire,
où on a mis en place des thèses en co-tutelle, des chaires d'excellence interdisciplinaires entre physique quantique et informatique, physique quantique et philosophie, physique quantique et sociologie. Donc on a un pôle d'étudiants embarqués notamment sur l'Institut Néel, philosophes et sociologues qui travaillent avec des théoriciens sur des sujets vraiment blue sky, on pourrait dire. Et ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que dans les technologies quantiques, tout a démarré avec des discussions métaphysiques entre Einstein et Bohr sur la nature de la réalité quantique. C'est ça qui nous a amené à nous prendre la tête sur l'intrication et c'est ça qui, plusieurs dizaines d'années après, ont amené ces idées d'ordinateur quantique. Donc, je pense que c'est très important de garder très vivant un foyer où ce genre de questionnement est abordé, non seulement pour maintenir la spécificité des technologies quantiques qui ne sont pas que des technologies, il y a quelque chose de très fondamental qui va jusqu'à la philosophie, et d'autre part pour l'attractivité du site, parce que ça nous permet aussi d'attirer des étudiants qui vont être câblés différemment. Comme disait Maud, on a besoin de plein de cerveaux pour faire cette science-là, et donc c'est ce genre de questionnement qui est abordé aussi. Si vous voulez compléter les autres grenoblois sur l'autre type d'interface qu'on développe. Peut-être rapidement, Maud. Très rapidement, dire que Grenoble, comme l'a dit Alexia, c'est petit. Ça fait 20 ans que l'industrie de la microélectronique travaille de manière très proche avec l'industrie avec la recherche fondamentale pour comprendre ce qui se passe dans les structures qui sont utilisées en microélectronique à basse température et comprendre les propriétés quantiques de ces nano-objets. Et donc, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on est très liés, on se connaît, on a fait nos études ensemble et on travaille ensemble de manière informelle depuis une vingtaine d'années. On est très proche aussi du tissu industriel et on a vraiment ce continuum qui est incarné, et Alexia le disait, depuis 2016, c'est formalisé dans un réseau Quantum Engineering. Et ce qui est vraiment fort, c'est cette historique et ces proximités et ces connaissances des problématiques de chaque discipline, en fait. Connaissance et respect des contraintes de chaque discipline et mise en place des interfaces. Oui, peut-être je voudrais donner la parole à Pascal Sénéla, parce que dans le cadre de la task force, quand le plan quantique a été discuté l'année dernière pour alimenter le gouvernement, Pascal avait fait plusieurs types de cartographie pour bien identifier les grands hubs et donc les grands clusters français et leurs forces. Et justement, le fait qu'on voit bien apparaître les trois grands hubs, Paris, Paris-Saclay, Grenoble, avec un certain nombre de pépites dans d'autres lieux comme Nice, comme d'autres endroits. Mais peut-être tu peux commenter un peu pour pas que ce soit les Grenoblois qui expliquent comment ils sont bien, mais qu'on montre bien que c'est une vision française, qu'on a cette force d'avoir ces grands hubs avec tout leur réseau de pépites autour. Ouais, donc effectivement, en fait, dans le travail de la task force où on était ensemble, hein, Philippe et Sébastien et moi, on a fait ce travail avec les autres de cartographie. Et donc c'est très clair. On peut prendre tous les chiffres que vous voulez. Par exemple, l'ANR a aussi cartographié où vont les projets quantiques. On peut regarder des chiffres comme les lauréats ERC, etc. Il y a une clusterisation, mais il y a aussi des points ailleurs en France très saillants, comme donc on l'a dit à Nice, où il y a le réseau de communication quantique local qui est en train de se mettre en place et d'autres recherches sur les atomes froids. À Bordeaux, avec du côté physique atomique, gravitomètre et nanophotonique quantique. À Lille, à Strasbourg, à Lyon, etc., etc. En fait, il y a ces points-là, et puis il y a une énorme concentration, c'est spectaculaire, à Grenoble, à Paris-Saclay et à Paris-Centre. Et donc, je pense que l'idée, c'est que bien sûr, tout le monde contribue et c'est une communauté nationale et c'est évident. Malgré tout, ces clusters, c'est une opportunité pour gérer la montée en puissance de ces technologies quantiques, parce que en fait, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, même si on a parlé beaucoup de recherche, montre en fait ce continuum en permanence entre la recherche fondamentale et les applications, qui est assez unique à cette révolution technologique. C'est un peu différent de l'intelligence artificielle.
faire de la mécanique quantique, développer des nouvelles plateformes de calcul, ça va pas sortir comme ça du sol. Il faut des outils de fabrication, une expertise scientifique collée aux expériences très fortes. Et en même temps, un besoin de transférer vers les industriels, vers les grands groupes, de développer des nouveaux cas d'usage, etc. Donc ces clusters, c'est un endroit où on peut faire tomber des barrières, comme les Grenoblois l'ont montré déjà depuis 3-4 ans. Donc vous avez parlé de recherche là. Moi, je vais rajouter une barrière supplémentaire qu'il faut. Donc la partie interdisciplinarité dans la recherche. Il y a le lien industrie recherche, et puis on n'a pas parlé du tout là depuis tout à l'heure, tout ce qui nourrit cet écosystème, c'est la formation. Il faut former des gens, et on n'a pas assez de gens, de jeunes qui peuvent rejoindre. Aujourd'hui, on a parlé du siphonnage des talents. Il va falloir en produire plus parce ils vont être siphonnés. C'est pas un joli mot ça. Ils vont être happés par l'ensemble de l'écosystème qui a vocation à monter en puissance. Et donc, un des enjeux qu'on avait aussi identifié dans le travail avec la task force, c'était un énorme effort de formation à faire et qui ne doit pas se faire de façon isolée. Ça doit s'inclure dans l'écosystème au plus près des métiers qu'on va devoir, qu'ils ont vocation à nourrir. Et donc, on va devoir monter en nombre d'étudiants, donc monter fortement en puissance. Hier, le président a annoncé qu'il y aura beaucoup plus de bourses de thèse, mais il faut commencer aussi au niveau master, ingénieur et même DUT, technicien. Donc c'est plein de nouveaux profils qu'il va falloir nourrir, et pour ça il faut le faire de la même façon, au contact entre la formation, la recherche et les startups et l'industrie, pour voir ce dont on a besoin. Donc on sait déjà, et il y en aura d'autres, des défis, mais on sait déjà qu'il faudra des parcours de formation interdisciplinaires qui n'existent pas vraiment très bien actuellement dans nos universités. Alors dans une université, les universités font des formations très spécialisées, en général soit physique, soit ingénierie, soit informatique, soit mathématiques. Ça, il va falloir pour le quantique faire des choses transversales. Et à l'inverse, dans les écoles d'ingénieurs, on a des profils très généralistes, et ces gens-là, il va falloir leur donner des billes un peu plus solides côté quantique. Donc c'est la combinaison, et il va falloir de l'agilité pour créer ces nouvelles filières de formation, et donc les gros clusters sont aussi un bon endroit pour faire ça. Et dernier point, pour cette montée en puissance, vous savez que ça prend du temps de créer, de former des nouveaux cerveaux. On peut pas attendre d'avoir 4 ans le temps de former des étudiants qui sont en L3 pour les avoir en début de thèse, milieu de thèse, etc., pour qu'ils contribuent à l'écosystème. Il y a tout un enjeu sur la formation continue aussi. Et donc ça, c'est pareil, c'est des choses à définir en étroite collaboration, prendre des ingénieurs du privé, voir quelles sont leurs demandes et créer les filières de formation adaptées dans les écoles d'ingénieurs et l'université, pour que de plus en plus d'ingénieurs puissent rejoindre le défi. Oui. Merci Pascal. Donc, on va aborder la dernière question probablement de ce point presse, et donc qui concerne la consommation énergétique. Donc la question est la suivante. Tu veux que je la prenne? Alors, c'est Éric Séverat de Le Toulion et Sor-Isère. En quelques phrases. Non, pardon, je me suis trompé de ligne. Bon, bref, en gros, est-ce que les technologies quantiques seront transition énergétique friendly, ou est-ce que ça va donner une surconsommation énergétique et qu'il faudra à un moment donné se poser cette question-là et essayer de la résorber? Je propose que ce soit Alexia qui réponde à cette question, mais il faut une réponse relativement courte. Oui, il faut une réponse courte. Alors, je vais faire une réponse normande. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non. En fait, on a effectivement tout un tas d'avantages potentiels dans le portefeuille du quantique, et il se pourrait qu'il y ait aussi un avantage énergétique. Je vais donner un chiffre très simple, c'est la manip Google de l'automne 2019, avec les 53 qubits, qui a consommé qui consommait en puissance 25 kilowatts. Si on compare à la puissance d'un supercalculateur quantique genre IBM Summit, c'est 3 ordres de grandeur au-dessus. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, la manip de Google, c'était une manip qui servait à rien, donc c'était peut-être pas le bon exemple. Mais de fait, il pourrait effectivement y avoir un avantage quantique, et ce pour 2 raisons.
La première, c'est l'avantage qui est lié à la logique quantique, hein, le fait que les calculs soient moins complexes, donc demandent moins d'opérations physiques, donc potentiellement consomment moins d'énergie. La deuxième, c'est que le calcul quantique est réversible, qui est aussi quelque chose, si on avait plus de temps, je parlerais de thermo, mais là, je ne vais pas le faire. Mais de fait, des opérations réversibles sont aussi, à terme, censées consommer moins d'énergie. Maintenant, on va avoir tout un tas de problèmes à résoudre en cours de route, qui ouvrent une ligne de recherche à part entière dans la course à l'ordinateur quantique, qui est résoudre les problèmes d'énergie en temps réel. Et notamment qui vont être associés au fait que pour contrôler des qubits, il faut du contrôle qui appelle de l'information classique, du traitement d'information classique, qui va notamment peut-être être effectué en cryostat. Donc, le take-home message de ça, c'est que on pourra effectivement espérer avoir un avantage énergétique quantique, mais que pour ça, il faudra aussi apprendre à consommer moins d'énergie pour traiter l'information classique, parce que l'information quantique et l'information classique, c'est deux bêtes qui sont indissolublement liées. Et c'est un défi passionnant qui est interdisciplinaire. Donc c'est aussi un des axes qu'on a mis en place à Grenoble, notamment avec des ingénieurs du site et des chercheurs fondamentaux, parce qu'on a vraiment double face, des problèmes extrêmement fondamentaux de bornes fondamentales et des problèmes très applicatifs de combien mon cryo peut m'évacuer de chaleur. Voilà. Merci Alexia. On va devoir poursuivre. Moi, je dirais juste que la consommation énergétique est l'une des grandes questions que tout le monde se pose sur l'ensemble de la chaîne de traitement de l'information, que ce soit classique ou quantique. C'est un des grands enjeux pour le futur. Mais alors, on nous dit qu'il faut finir hein, dans le fil, dans le pilotage par nos DECOM. On est strictement contraint. Hein. On a l'impression d'être des chercheurs libres, mais pas du tout. Donc, on nous dit qu'il faut conclure. Il y a une question difficile qu'ils veulent nous poser à la fin, qui est la question d'Éric Sévéra, le tout Lyon Essor-Isère, qui en quelques phrases, quand, où et comment et par qui a commencé la recherche sur les technologies quantiques. Je pense que ça, c'est une très grande discussion. Moi, je voudrais juste rendre hommage à une personne qui faisait ces expériences quand moi j'étais sur les bancs de l'université et qui est une des personnes qui m'a motivé pour rentrer en recherche. C'est Alain Aspect qui a fait cette manip absolument séminale de démontrer que deux photons pouvaient être corrélés, comme l'a expliqué Sébastien, de façon non classique. Et donc les expériences d'Aspect sont pour moi une bifurcation conceptuelle. Qui pourrait être un des points de bifurcation. Mais je pense qu'on doit pouvoir tous rentrer dans un débat très long et complexe. Mais pour moi, c'est un peu la plus impressionnante. Et je me souviens des discussions au DE1. On était passionnés, on suivait heure par heure ce qu'il faisait Alain Aspect dans son laboratoire. Et donc, en tout cas pour moi, c'est une mémoire très vive de cet instant où on a démontré que la mécanique quantique, bien qu'elle soit complètement incroyable, que ces deux photons ne savaient pas ce qu'ils étaient avant que l'un soit mesuré, d'un seul coup l'autre était projeté dans son état, que cette intrication quantique existait, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais donc, je ne vais pas ouvrir le débat parce que je pense qu'on a 12 réponses différentes. Donc, tu ne veux pas parler de Feynman, Philippe? Non, mais voilà, il y en a beaucoup. Après, on peut Feynman aussi, le calcul quantique, pour calculer un système quantique, il faut un ordinateur quantique, etc. Philippe. Il y en a beaucoup. Philippe. Sébastien. Ouais, je rejoins Philippe. Ces démonstrations de signature non ambiguë que l'intrication ne peut effectivement pas être, que les corrélations induites par l'intrication ne peuvent effectivement pas être décrites classiquement. Ça représente quand même un point de bifurcation monumentale et probablement, peut-être pas la seule, mais une des raisons fondamentales pour lesquelles on est là. Mais après, en France, il y en a plein d'autres. Si je me limite à la France, il y a aussi tous nos prix Nobel. Donc, il y a vraiment beaucoup. Il y a des tas de figures très fortes. Donc, il y a vraiment une richesse fondamentales qui ont lancé ce champ et il y a aussi tous les gens qui se lancent dans l'innovation et puis dans les startups. Donc,
c'est vraiment très riche et on pourra l'aborder peut-être si les personnes sont intéressées, on peut creuser la question de façon plus collective. Il est temps de conclure, hein, j'ai même eu un bip, c'est encore plus grave. Donc, il faut, tu as eu le même, hein, Sébastien. Donc, il faut qu'on conclue, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est si c'est nous qui concluons ou si c'est Camille. Hein. Je pense que c'est Camille. Non, je vais conclure, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous remercier et pour préciser aux journalistes que si vous avez encore des questions, il faut m'écrire à moi et à Camille Decroix du service presse du CEA et on pourra vous mettre en relation avec d'autres chercheurs pour creuser des aspects si vous le souhaitez. Écoutez, merci à tous. Je vais juste faire revenir Elénie et Nicolas s'ils veulent dire au revoir. Hop. Et puis, on coupera. Il y aura un replay de disponible si vous voulez revoir la vidéo qui seront publiées sur nos espaces presse en ligne. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et merci, à bientôt pour d'autres sujets. Au revoir. Au revoir. Hop, je ne sais pas si Nicolas... C'est bon? Au revoir, allez, merci beaucoup. Tout le monde est reparu pour dire au revoir, je vais couper. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Alexandre.